Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Chapitre 9. Le lendemain, tandis qu'il déjeunait, Basil Hallward entra. « Je suis bien heureux de vous trouver, Dorian, dit-il gravement. Je suis venu hier soir et on m'a dit que vous étiez à l'opéra. Je savais que c'était impossible, mais j'aurais voulu que vous m'eussiez laissé un mot, me disant où vous étiez allé. J'ai passé une bien triste soirée, craignant qu'une première tragédie soit suivie d'une autre. Vous auriez dû me télégraphier dès que vous en avez entendu parler. Je l'ai lu par hasard dans la dernière édition du Globe au club. Je vins aussitôt ici, et je fus vraiment désolée de ne pas vous trouver. Je ne saurais vous dire combien j'ai eu le cœur brisé par tout cela. Je sais ce que vous devez souffrir, mais où étiez-vous? Êtes-vous allé voir la mère de la pauvre fille? Un instant. J'avais songé à vous y chercher. On avait mis l'adresse dans le journal, quelque part dans Huston Road, n'est-ce pas? Mais j'eus peur d'importuner une douleur que je ne pouvais consoler. Pauvre femme, dans quel état elle devait être, son unique enfant. Que disait-elle? Mon cher Basil, que sais-je? Murmura Dorian Gray, en buvant à petits coups d'un vin jaune pâle dans un verre de Venise, délicatement contourné et doré, en paraissant profondément ennuyé. J'étais à l'opéra, vous auriez dû y venir. J'ai rencontré pour la première fois Lady Gwendoline, la sœur d'Harry. Nous étions dans sa loge. Elle est tout à fait charmante, et la Patty a chanté divinement. Ne parlez pas de choses horribles. Si l'on ne parlait jamais d'une chose, ce serait comme si elle n'était jamais arrivée. C'est seulement l'expression, comme dit Harry, qui donne une réalité aux choses. Je crois que ce n'était pas l'unique enfant de la pauvre femme. Il y a un fils, un charmant garçon, je crois, mais il n'est pas au théâtre. C'est un marin, ou quelque chose comme cela. Et maintenant, parlez-moi de vous, et de ce que vous êtes en train de peindre. Vous avez été à l'opéra? Dit lentement Hallward, avec une vibration de tristesse dans la voix. Vous avez été à l'opéra, pendant que Sibyl Vane reposait dans le mort en un sordide logis? Vous pouvez me parler d'autres femmes charmantes et de la Patty qui chantait divinement, avant que la jeune fille que vous aimiez ait même la quiétude d'un tombeau pour y dormir? Vous ne songez donc pas aux horreurs réservées à ce petit corps lilial? Arrêtez-vous, Basil. Je ne veux pas les entendre, s'écria Dorian en se levant. Ne me parlez pas de ces choses. Ce qui est fait, le passé est le passé. Vous appelez hier le passé? Ce qui se passe dans l'instant actuel va lui appartenir. Il n'y a que les gens superficiels qui veulent des années pour s'affranchir d'une émotion. Un homme maître de lui-même peut mettre fin à un chagrin aussi facilement qu'il peut inventer un plaisir. Je ne veux pas être à la merci de mes émotions. Je veux en user, les rendre agréables et les dominer. Dorian, ceci est horrible. Quelque chose vous a changé complètement. Vous avez toujours les apparences de ce merveilleux jeune homme qui venait chaque jour à mon atelier poser pour son portrait. Mais alors vous étiez simple, naturel et tendre. Vous étiez la moins souillée des créatures. Maintenant, je ne sais ce qui a passé sur vous. Vous parlez comme si vous n'aviez ni cœur ni pitié. C'est l'influence d'Harry qui a fait cela, je le vois bien. Le jeune homme rougit, et allant à la fenêtre, resta quelques instants à considérer la pelouse fleurie et ensoleillée. « Je dois beaucoup à Harry, Basil, dit-il enfin. Plus que je ne vous dois. Vous ne m'avez appris qu'à être vain. » Parfait. Aussi en suis-je puni, Dorian, ou le serai-je quelques jours? Je ne sais ce que vous voulez dire, Basil, s'écria-t-il en se retournant. Je ne sais ce que vous voulez. Que voulez-vous? Je voudrais retrouver le Dorian Gray que j'ai peint, dit l'artiste tristement. Basil, fit l'adolescent, allant à lui et lui mettant la main sur l'épaule. Vous êtes venu trop tard. Hier, lorsque j'appris que Sibyl Vane s'était suicidée. Suicidée, mon Dieu, est-ce bien certain? S'écrie Hallward, le regardant avec une expression d'horreur. Mon cher Basil, vous ne pensiez sûrement pas que ce fût un vulgaire accident. Certainement, elle s'est suicidée. L'autre enfonça sa tête dans ses mains. C'est effrayant, murmura-t-il, tandis qu'un frisson le parcourait. Non, dit Dorian Gray, cela n'a rien d'effrayant. C'est une des plus grandes tragédies romantiques de notre temps. À l'ordinaire, les acteurs ont l'existence la plus banale. Ils sont bons maris, femmes fidèles, quelque chose d'ennuyeux. Vous comprenez, une vertu moyenne, et tout ce qui s'ensuit. Comme Sibyl était différente.
Elle a vécu sa plus grande tragédie. Elle fut constamment une héroïne. La dernière nuit qu'elle joua, la nuit où vous la vîtes, elle joua mal parce qu'elle avait compris la réalité de l'amour. Quand elle connut ses déceptions, elle mourut comme Juliette eût pu mourir. Elle appartient encore en cela au domaine de l'art. Elle a quelque chose d'une martyre. Sa mort a toute l'inutilité pathétique du martyr, toute une beauté de désolation. Mais comme je vous le disais, ne croyez pas que je n'ai pas souffert. Si vous étiez venu hier, à un certain moment, vers 5h30 peut-être ou 6h moins le quart, vous m'auriez trouvé en larmes. Même Harry, qui était ici et qui, au fait, m'apporta la nouvelle, se demandait où j'allais en venir. Je souffris intensément. Puis cela passa. Je ne puis répéter une émotion. Personne d'ailleurs ne le peut, excepté les sentimentaux. Et vous êtes cruellement injuste, Basile. Vous venez ici pour me consoler, ce qui est charmant de votre part. Vous ne trouvez tout consolé et vous êtes furieux. Tout comme une personne sympathique. Vous me rappelez une histoire qu'Harry m'a racontée à propos d'un certain philanthrope, qui dépensa 20 ans de sa vie à essayer de redresser quelque tort, ou de modifier une loi injuste, je ne sais plus exactement. Enfin, il y réussit, et rien ne put surpasser son désespoir. Et il n'avait absolument plus rien à faire, sinon à mourir d'ennui, et il devint un misanthrope résolu. Maintenant, mon cher Basile, si vraiment vous voulez me consoler, apprenez-moi à oublier ce qui est arrivé, ou à le considérer à un point de vue assez artistique. N'était-ce pas Gautier qui écrivait sur la consolation des arts ? Je me rappelle avoir trouvé un jour dans votre atelier un petit volume relié en vélin, où je cueillis ce mot délicieux. Encore ne suis-je pas comme ce jeune homme dont vous me parliez lorsque nous fûmes ensemble à Marlowe, ce jeune homme qui disait que le satin jaune pouvait nous consoler de toutes les misères de l'existence. J'aime les belles choses que l'on peut toucher et tenir, les vieux brocarts, les bronzes verts, les lacs, les ivoires, exquisement travaillés, ornés, parés. Il y a beaucoup à tirer de ces choses, mais le tempérament artistique qu'elle crée, ou du moins révèle, est plus encore pour moi. Devenir le spectateur de sa propre vie, comme dit Harry, c'est échapper aux souffrances terrestres. Je sais bien que je vous étonne en vous parlant ainsi. Vous n'avez pas compris comment je me suis développée. J'étais un écolier lorsque vous me connûtes. Je suis un homme maintenant. J'ai de nouvelles passions, de nouvelles pensées, des idées nouvelles. Je suis différent, mais vous ne devez pas m'en aimer moins. Je suis changé, mais vous serez toujours mon ami. Certes, j'aime beaucoup Harry. Je sais bien que vous êtes meilleur que lui. Vous n'êtes pas plus fort. Vous avez trop peur de la vie, mais vous êtes meilleur. Comme nous étions heureux ensemble. Ne m'abandonnez pas, Basile, et ne me querellez pas. Je suis ce que je suis. Il n'a rien de plus à dire. Le peintre semblait singulièrement ému. Le jeune homme lui était très cher, et sa personnalité avait marqué le tournant de son art. Il ne put supporter l'idée de lui faire plus longtemps des reproches. Après tout, son indifférence pouvait n'être qu'une humeur passagère. Il y avait en lui tant de bonté et tant de noblesse. « Bien, Dorian, dit-il enfin avec un sourire attristé, je ne vous parlerai plus de cette horrible affaire désormais. J'espère seulement que votre nom n'y sera pas mêlé. L'enquête doit avoir lieu cet après-midi. Vous a-t-on convoqué ?» Dorian secoua la tête, et une expression d'ennui passa sur ses traits, à ce mot d'enquête. Il y avait dans ce mot quelque chose de si brutal et de si vulgaire. « Ils ne connaissent pas son nom, répondit-il. Mais elle le connaissait certainement. Mon prénom seulement, et je suis certain qu'elle ne l'a jamais dit à personne. Elle m'a dit une fois qu'ils étaient tous très curieux de savoir qui j'étais, et qu'elle leur répondait invariablement que je m'appelais le prince charmant. C'était gentil de sa part. Il faudra que vous me fassiez un croquis de Sibylle, Basile. Je voudrais avoir d'elle quelque chose de plus que le souvenir de quelques baisers et de quelques lambeaux de phrases pathétiques. J'essaierai de faire quelque chose, Dorian, si cela vous fait plaisir. Mais il faudrait que vous veniez encore me poser. Je ne puis me passer de vous. Je ne peux plus poser pour vous, Basile. C'est tout à fait impossible, s'écria-t-il en reculant. Le peintre le regarda en face. Mon cher enfant, quelle bêtise! Voudriez-vous dire que ce que j'ai fait de vous ne vous plaît pas? Ou est-ce à propos? Pourquoi avez-vous poussé le paravent devant votre portrait? Laissez-moi le regarder. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite.
Ôtez ce paravent, Dorian. C'est vraiment désobligeant de la part de votre domestique de cacher ainsi mon œuvre. Il me semblait que quelque chose était changé ici quand je suis entrée. Mon domestique n'y est pour rien, Basile. Vous n'imaginez pas que je lui laisse arranger mon appartement. Il dispose mes fleurs quelquefois et c'est tout. Non, j'ai fait cela moi-même. La lumière tombait trop crûment sur le portrait. Trop crûment? Mais pas du tout, cher ami. L'exposition est admirable. Laissez-moi voir. Et Hallward se dirigea vers le coin de la pièce. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Dorian Gray. Il s'élança entre le peintre et le paravent. « Basile, dit-il en pâlissant, vous ne regarderez pas cela. Je ne le veux pas. » « Ne pas regarder ma propre œuvre? Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi ne la regarderais-je pas » s'exclama Hallward en riant. « Si vous essayez de la voir, Basile, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous parlerai plus de toute ma vie. Je suis tout à fait sérieux. Je ne vous offre aucune explication, et il ne faut pas m'en demander. Mais songez-y, si vous touchez auparavant, tout est fini entre nous. » Hallward était comme foudroyé. Il regardait Dorian avec une profonde stupéfaction. Il ne l'avait jamais vu ainsi. Le jeune homme était blême de colère. Ses mains se crispaient et les pupilles de ses yeux semblaient deux flammes bleues. Un tremblement le parcourait. « Dorian, ne parlez pas. Mais qu'y a-t-il ? Certainement, je ne le regarderai pas si vous ne le voulez pas, dit-il un peu froidement, tournant sur ses talons et allant vers la fenêtre. Mais il me semble plutôt absurde que je ne puisse voir mon œuvre, surtout lorsque je vais l'exposer à Paris cet automne. Il faudra sans doute que je lui donne une nouvelle couche de vernis d'ici là. Ainsi devrais-je la voir quelques jours. Pourquoi pas maintenant ? » « L'exposer ? Vous voulez l'exposer » s'exclama Dorian Gray, envahi d'un étrange effroi. Le monde verrait donc son secret. On viendrait bâiller devant le mystère de sa vie. Cela était impossible. Quelque chose, il ne savait quoi, se passerait avant. Oui, je ne suppose pas que vous ayez quelque chose à objecter. Georges Petit va réunir mes meilleures toiles pour une exposition spéciale qui ouvrira rue de Sèze dans la première semaine d'octobre. Le portrait ne sera hors d'ici que pour un mois. Je pense que vous pouvez facilement vous en séparer ce laps de temps. D'ailleurs, vous serez sûrement absent de la ville, et si vous le laissez toujours derrière un paravent, vous n'avez guère à vous en soucier. Dorian passa sa main sur son front emperlé de sueur. Il lui semblait qu'il courait un horrible danger. « Vous m'avez dit, il y a un mois, que vous ne l'exposeriez jamais, » s'écria-t-il. « Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Vous autres, qui passez pour constants, vous avez autant de caprices que les autres. La seule différence, c'est que vos caprices sont sans aucune signification. Vous ne pouvez avoir oublié que vous m'avez solennellement assuré que rien au monde ne pourrait vous amener à l'exposer. Vous avez dit exactement la même chose à Harry. » Il s'arrêta soudain. Un éclair passa dans ses yeux. Il se souvint que Lord Henry lui avait dit un jour à moitié sérieusement, à moitié en riant, « Si vous voulez passer un curieux quart d'heure, demandez à Basile pourquoi il ne veut pas exposer votre portrait. Il me l'a dit, et cela a été pour moi une révélation. » Oui, Basile aussi, peut-être, avait son secret. Il essaierait de le connaître. « Basile, dit-il en se rapprochant tout contre lui et le regardant droit dans les yeux, nous avons chacun un secret. Faites-moi connaître le vôtre, je vous dirai le mien. Pour quelle raison refusez-vous d'exposer mon portrait ?» Le peintre frissonna malgré lui. « Dorian, si je vous le disais, vous pourriez m'en aimer moins, et vous ririez sûrement de moi. Je ne pourrais supporter ni l'une ni l'autre de ces choses. Si vous voulez que je ne regarde plus votre portrait, c'est bien. Je pourrai, du moins, toujours vous regarder vous. Si vous voulez que la meilleure de mes œuvres soit à jamais cachée au monde, j'accepte. Votre amitié m'est plus chère que toute gloire ou toute renommée. » « Non, Basile, il faut me le dire, » insista Dorian Gray. « Je crois avoir le droit de le savoir. » Son impression de terreur avait disparu, et la curiosité l'avait remplacée. Il était résolu à connaître le secret de Basil Hallward. « Asseyons-nous, Dorian, » dit le peintre troublé. « Asseyons-nous, et répondez à ma question. Avez-vous remarqué dans le portrait une chose curieuse, une chose qui, probablement, ne vous a pas frappé tout d'abord,
mais qui s'est révélé à vous, soudainement. Basile, s'écria le jeune homme, étreignant les bras de son fauteuil de ses mains tremblantes, et le regardant avec des yeux ardents et effrayés. Je vois que vous l'avez remarqué. Ne parlez pas. Attendez d'avoir entendu ce que j'ai à dire. Dorian, du jour où je vous rencontrai, votre personnalité eut sur moi une influence extraordinaire. Je fus dominé, âme, cerveau et talent par vous. Vous deveniez pour moi la visible incarnation de cet idéal jamais vu, dont la pensée nous hante, nous autres artistes, comme un rêve exquis. Je vous aimais, je devins jaloux de tous ceux à qui vous parliez. Je voulais vous avoir à moi seul. Je n'étais heureux que lorsque j'étais avec vous. Quand vous étiez loin de moi, vous étiez encore présent dans mon art. Certes, je ne vous laissais jamais rien connaître de tout cela. C'eût été impossible, vous n'auriez pas compris. Je le comprends à peine moi-même. Je connus seulement que j'avais vu la perfection face à face, et le monde devint merveilleux à mes yeux. Trop merveilleux peut-être, car il y a un péril dans de telles adorations, le péril de les perdre, non moindre que celui de les conserver. Les semaines passaient et je m'absorbais en vous de plus en plus. Alors commença une phase nouvelle. Je vous avais dessiné en berger Paris, revêtu d'une délicate armure, en Adonis, armé d'un épieu poli et en costume de chasseur. Couronné de lourdes fleurs de lotus, vous aviez posé sur la proue de la trirème d'Adrien, regardant au-delà du Nil vert et bourbeux. Vous étiez penché sur l'étang limpide d'un paysage grec, mirant dans l'argent des eaux silencieuses la merveille de votre propre visage. Et tout cela avait été ce que l'art pouvait être, de l'inconscience, de l'idéal, de l'à peu près. Un jour fatal auquel je pense quelquefois, je résolus de peindre un splendide portrait de vous, tel que vous êtes maintenant, non dans les costumes des temps révolus, mais dans votre propre vêtement et dans votre propre époque. Fût-ce le réalisme du sujet ou la simple idée de votre propre personnalité, se présentant ainsi à moi, sans entour et sans voile, je ne puis le dire. Mais je sais que pendant que j'y travaillais, chaque coup de pinceau, chaque touche de couleur me semblait révéler mon secret. Je m'effrayais que chacun pût connaître mon idolâtrie. Je sentis, Dorian, que j'avais trop dit, mis trop de moi-même dans cette œuvre. C'est alors que je résolus de ne jamais permettre que ce portrait fût exposé. Vous en fûtes un peu ennuyé, mais alors vous ne vous rendiez pas compte de ce que tout cela signifiait pour moi. Harry, à qui j'en parlais, se moqua de moi. Je ne m'en souciais pas. Quand le tableau fut terminé et que je m'assis tout seul en face de lui, je sentis que j'avais raison. Mais quelques jours après qu'il eut quitté mon atelier, dès que je fus débarrassé de l'intolérable fascination de sa présence, il me sembla que j'avais été fou en imaginant y avoir vu autre chose que votre beauté, et plus de choses que je n'en pouvais peindre. Et même maintenant, je ne puis m'empêcher de sentir l'erreur qu'il y a à croire que la passion éprouvée dans la création puisse jamais se montrer dans l'œuvre créée. L'art est toujours plus abstrait que nous ne l'imaginons. La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur, voilà tout. Il me semble souvent que l'œuvre cache l'artiste, bien plus qu'il ne le révèle. Aussi, lorsque je reçus cette offre de Paris, je résolus de faire de votre portrait le clou de mon exposition. Je ne soupçonnais jamais que vous pourriez me le refuser. Je vois maintenant que vous aviez raison. Ce portrait ne peut être montré. Il ne faut pas m'en vouloir, Dorian, de tout ce que je viens de vous dire. Comme je le disais une fois à Harry, vous êtes fait pour être aimé. Dorian Gray poussa un lourd soupir. Ses joues se colorèrent de nouveau, et un sourire se joua sur ses lèvres. Le péril était passé, il était sauvé pour l'instant. Il ne pouvait toutefois se défendre d'une infinie pitié pour le peintre, qui venait de lui faire une si étrange confession, et il se demandait si lui-même pourrait jamais être ainsi dominé par la personnalité d'un ami. Lord Henry avait ce charme d'être très dangereux, mais c'était tout. Il était trop habile et trop cynique pour qu'on pût vraiment l'aimer. Pourrait-il jamais exister quelqu'un qui le remplirait d'une aussi étrange idolâtrie? Était-ce là une de ces choses que la vie lui réservait? Cela me paraît extraordinaire, Dorian, dit Hallward, que vous ayez réellement vu cela dans le portrait. L'avez-vous réellement vu? J'y voyais quelque chose, répondit-il, quelque chose qui me semblait très curieux. Bien, admettez-vous maintenant que je le regarde?
Dorian secoua la tête. « Il ne faut pas me demander cela, Basile. Je ne puis vraiment vous laisser face à face avec ce tableau. Vous y arriverez un jour? Jamais. » Peut-être avez-vous raison. Et maintenant, au revoir, Dorian. Vous avez été la seule personne dans ma vie qui ait vraiment influencé mon talent. Tout ce que j'ai fait de bon, je vous le dois. Ah, vous ne savez pas ce qu'il m'en coûte de vous dire tout cela. Mon cher Basile, dit Dorian, que m'avez-vous dit? Simplement que vous sentiez m'admirer trop. Ce n'est pas même un compliment. Ce ne pouvait être un compliment. C'était une confession. Maintenant que je l'ai faite, il me semble que quelque chose de moi s'en est allé. Peut-être ne doit-on pas exprimer son adoration par des mots. C'était une confession très désappointante. Qu'attendiez-vous donc, Dorian? Vous n'avez rien vu d'autre dans le tableau? Il n'y avait pas autre chose à voir? Non, il n'y avait rien de plus à y voir. Pourquoi le demander? Mais il ne faut pas parler d'adoration, c'est une folie. Vous et moi sommes deux amis, nous devons nous en tenir là. Il vous reste Harry, dit le peintre tristement. Oh, Harry, s'écria l'adolescent avec un éclat de rire. Harry passe ses journées à dire des choses incroyables et ses soirées à faire des choses invraisemblables. Tout à fait le genre de vie que j'aimerais. Mais je ne crois pas que j'irai vers Harry dans un moment d'embarras. Je viendrai à vous aussitôt, Basile. Vous poserez encore pour moi? Impossible. Vous gâtez ma vie d'artiste en refusant Dorian. Aucun homme ne rencontre deux fois son idéal. Très peu ont une seule fois cette chance. Je ne puis vous donner d'explication, Basile. Je ne dois plus poser pour vous. Il y a quelque chose de fatal dans un portrait. Il a sa vie propre. Je viendrai prendre le thé avec vous. Ce sera tout aussi agréable. Plus agréable pour vous, je le crains, murmura Hallward avec tristesse. Et maintenant, au revoir. Je suis fâchée que vous ne vouliez pas me laisser regarder encore une fois le tableau. Mais nous n'y pouvons rien. Je comprends parfaitement ce que vous éprouvez. Lorsqu'il fut parti, Dorian se sourit à lui-même. Pauvre Basile. Comme il connaissait peu la véritable raison, et comme cela était étrange, qu'au lieu d'avoir été forcé de révéler son propre secret, il avait réussi presque par hasard à arracher le secret de son ami. Comme cette étonnante confession l'expliquait à ses yeux. Les absurdes accès de jalousie du peintre, sa dévotion farouche, ses panégyriques extravagants, ses curieuses réticences. Il comprenait tout maintenant, et il en éprouva une contrariété. Il lui semblait qu'il pouvait y avoir quelque chose de tragique dans une amitié aussi empreinte de romanesque. Il soupira, puis il sonna. Le portrait devait être caché à tout prix. Il ne pouvait courir plus longtemps le risque de le découvrir au regard. Ça avait été de sa part une vraie folie que de le laisser, même une heure, dans une chambre où tous ses amis avaient libre accès. Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 10. Quand le domestique entra, il l'observa attentivement, se demandant si cet homme avait eu la curiosité de regarder derrière le paravent. Le valet était parfaitement impassible et attendait ses ordres. Dorian alluma une cigarette et marcha vers la glace, dans laquelle il regarda. Il y pouvait voir parfaitement la face de Victor qui s'y reflétait. C'était un masque placide, de servilisme. Il n'y avait rien à craindre de ce côté. Cependant, il pensa qu'il était bon de se tenir sur ses gardes. Il lui dit, d'un ton très bas, de demander à la gouvernante de venir lui parler, et d'aller ensuite chez l'encadreur le prier de lui envoyer immédiatement 2 de ses hommes. Il lui sembla, lorsque le valet sortit, que ses yeux se dirigeaient vers le paravent, ou peut-être était-ce un simple effet de son imagination. Quelques instants après, Madame Leaf, vêtue de sa robe de soie noire, ses mains ridées couvertes de mitaines à l'ancienne mode, entrait dans la bibliothèque. Il lui demanda la clé de la salle d'études. « La vieille salle d'études, monsieur Dorian » s'exclama-t-elle, « mais elle est toute pleine de poussière. Il faut que je la fasse mettre en ordre et nettoyer avant que vous y alliez. Elle n'est pas présentable pour vous, monsieur, pas du tout présentable. » « Je n'ai pas besoin qu'elle soit en ordre, Leaf. Il me faut la clé, simplement. »« Mais monsieur, vous serez couvert de toile d'araignée si vous y allez. Comment? On ne l'a pas ouverte depuis 5 ans, depuis que sa seigneurie est morte ?» Il tressaillit à cette mention de son grand-père. Il en avait gardé un souvenir détestable. « Ça ne fait rien, dit-il. J'ai seulement besoin de voir cette pièce, et c'est tout. Donnez-moi la clé. »
Voici la clé, monsieur, dit la vieille dame, cherchant dans son trousseau d'une main fiévreuse. Voici la clé. Je vais tout de suite la voir retirée du trousseau. Mais je ne pense pas que vous vous proposez d'habiter là-haut, monsieur. Vous êtes ici si confortablement. Non, non, s'écria-t-il avec impatience. Merci, Leaf, c'est très bien. Elle s'attarda un moment très loquace sur quelques détails du ménage. Il soupira et lui dit de faire pour le mieux, suivant son idée. Elle se retira en minaudant. Lorsque la porte se fut refermée, Dorian mit la clé dans sa poche et regarda autour de lui. Ses regards s'arrêtèrent sur un grand couvre-lit de satin pourpre, chargé de lourdes broderies d'or, un splendide travail vénitien du XVIIe siècle que son grand-père avait trouvé dans un couvent près de Bologne. Oui, cela pourrait servir à envelopper l'horrible objet. Peut-être cette étoffe avait-elle déjà servi de drap mortuaire? Et il s'agissait maintenant d'en couvrir une chose qui avait sa propre corruption. Pire même que la corruption de la mort, une chose capable d'engendrer l'horreur et qui cependant ne mourrait jamais. Ce que les vers sont au cadavre, ses péchés le seraient à l'image peinte sur la toile. Il détruirait sa beauté et rongerait sa grâce. Il la souillerait, la couvrirait de honte. Et cependant, l'image durerait, elle serait toujours vivante. Il rougit et regretta un moment de n'avoir pas dit à Basil la véritable raison pour laquelle il désirait cacher le tableau. Basil lui aidait à résister à l'influence de Lord Henry et aux influences encore plus empoisonnées de son propre tempérament. L'amour qu'il lui portait, car c'était réellement de l'amour, n'avait rien que de noble et d'intellectuel. Ce n'était pas cette simple admiration physique de la beauté qui naît des sens et qui meurt avec la fatigue des sens. C'était un tel amour qu'avaient connu Michel-Ange et Montaigne et Winckelmann et Shakespeare lui-même. Oui, Basil eût pu le sauver, mais il était trop tard maintenant. Le passé pouvait être anéanti. Les regrets, les reniements ou l'oubli pourraient faire cela. Mais le futur était inévitable. Il y avait en lui des passions qui trouveraient leur terrible issue, des rêves qui projetteraient sur lui l'ombre de leur perverse réalité. Il prit sur le lit de repos la grande draperie de soie et d'or qui le couvrait et la jetant sur son bras, passa derrière le paravent. Le portrait était-il plus affreux qu'avant? Il lui sembla qu'il n'avait pas changé, et son aversion pour lui en fut encore augmentée. Les cheveux d'or, les yeux bleus et les roses rouges des lèvres, tout s'y trouvait. L'expression seulement était autre. Cela était horrible dans sa cruauté. En comparaison de tout ce qu'il y voyait, de reproches et de censures, comme les remontrances de Basil à propos de Sibyl Vane lui semblaient futiles. Combien futile et de peu d'intérêt. Sa propre âme le regardait de cette toile et le jugeait. Une expression de douleur couvrit ses traits, et il jeta le riche linceul sur le tableau. Au même instant, on frappa à la porte. Il passa, de l'autre côté du paravent, au moment où son domestique entra. « Les encadreurs sont là, monsieur. » Il lui semblait qu'il devait d'abord écarter cet homme. Il ne fallait pas qu'il sût où la peinture serait cachée. Il y avait en lui quelque chose de dissimulé. Ses yeux étaient inquiets et perfides. S'asseyant à sa table, il écrivit un mot à Lord Henry, lui demandant de lui envoyer quelque chose à lire, et lui rappelant qu'il devait se retrouver à 8h15 le soir. « Attendez la réponse, dit-il, en tendant le billet au domestique, et faites entrer ces hommes. » 2 minutes après, on frappa de nouveau à la porte, et M. Hubbard lui-même, le célèbre encadreur de South Audley Street, entra avec un jeune aide à l'aspect rébarbatif. M. Hubbard était un petit homme florissant, aux favoris roux, dont l'admiration pour l'art était fortement atténuée par l'insuffisance pécuniaire des artistes qui avaient affaire à lui. D'habitude, il ne quittait point sa boutique. Il attendait qu'on vînt à lui, mais il faisait toujours une exception en faveur de Dorian Gray. Il y avait en Dorian quelque chose qui charmait tout le monde. Rien que le voir était une joie. « Que puis-je pour vous, monsieur Gray ?» dit-il en frottant ses mains charnues et marquées de taches de rousseur. « J'ai cru devoir prendre pour moi l'honneur de vous le demander en personne. J'ai justement un cadre de toute beauté, monsieur, une trouvaille faite dans une vente. Du vieux Florentin. Cela vient, je crois, de Fonthiel.
conviendrait admirablement à un sujet religieux, monsieur Gray. Je suis fâché que vous vous soyez donné le dérangement de monter, monsieur Hubbard. J'irai voir le cadre, certainement, quoique je ne sois guère en ce moment amateur d'art religieux. Mais aujourd'hui, je voulais seulement faire monter un tableau tout en haut de la maison. Il est assez lourd et je pensais à vous demander de me prêter 2 de vos hommes. Aucun dérangement, monsieur Gray. Toujours heureux de vous être agréable. Quelle est cette œuvre d'art? La voici, répondit Dorian, en repliant le paravent. Pouvez-vous la transporter telle qu'elle est là, avec la couverture? Je désire qu'elle ne soit pas abîmée en montant. Cela est très facile, monsieur, dit l'illustre encadreur, se mettant avec l'aide de son apprenti à détacher le tableau des longues chaînes de cuivre auxquelles il était suspendu. Et où devons-nous le porter, monsieur Gray? Je vais vous montrer le chemin, monsieur Hubbard. Si vous voulez bien me suivre, ou peut-être feriez-vous mieux d'aller en avant? Je crains que ce ne soit bien haut. Nous passerons par l'escalier du devant, qui est plus large. Il leur ouvrit la porte. Ils traversèrent le hall et ils commencèrent à monter. Les ornements du cadre rendaient le tableau très volumineux, et de temps en temps, en dépit des obséquieuses protestations de M. Hubbard, qui éprouvait, comme tous les marchands, un vif déplaisir à voir un homme du monde faire quelque chose d'utile, Dorian leur donnait un coup de main. « C'est une vraie charge à monter, monsieur, » dit le petit homme, haletant, lorsqu'ils arrivèrent au dernier palier. Il épongea son front dénudé. « Je crois que c'est en effet très lourd, » murmura Dorian, ouvrant la porte de la chambre qui devait receler l'étrange secret de sa vie et dissimuler son âme aux yeux des hommes. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis plus de 4 ans. Non, vraiment pas, depuis qu'elle lui servait de salle de jeu lorsqu'il était enfant et de salle d'études un peu plus tard. C'était une grande pièce, bien proportionnée, que Lord Kelso avait fait bâtir spécialement pour son petit-fils, pour cet enfant que sa grande ressemblance avec sa mère et d'autres raisons lui avaient toujours fait haïr et tenir à distance. Il sembla à Dorian qu'elle avait peu changé. C'était bien là la vaste cassone italienne avec ses moulures dorées et ternies, ses panneaux aux peintures fantastiques, dans laquelle il s'était si souvent caché étant enfant. C'étaient encore les rayons de bois verni, remplis des livres de classe aux pages cornées. Derrière était tendue au mur la même tapisserie flamande, déchirée, où un roi et une reine fanée jouaient aux échecs dans un jardin, tandis qu'une compagnie de fauconniers cavalcadaient au fond, tenant leurs oiseaux chaperonnés au bout de leurs poings gantés. Comme tout cela revenait à sa mémoire, tous les instants de son enfance solitaire s'évoquaient pendant qu'il regardait autour de lui. Il se rappela la pureté sans tache de sa vie d'enfant, et il lui sembla horrible que le fatal portrait dût être caché dans ce lieu. Combien peut-il lui imaginer dans ces jours lointains tout ce que sa vie lui réservait? Mais il n'y avait pas dans la maison d'autres pièces aussi éloignées des regards indiscrets. Il en avait la clé, nul autre que lui n'y pourrait pénétrer. Sous son linceul de soie, la face peinte sur la toile pourrait devenir bestiale, boursouflée, immonde, qu'importe, nul ne la verrait. Lui-même ne voudrait pas la regarder. Pourquoi surveillerait-il la corruption hideuse de son âme? Il conserverait sa jeunesse? C'était assez. Et en somme, son caractère ne pouvait-il s'embellir? Il n'y avait aucune raison pour que le futur fût aussi plein de honte. Quelque amour pouvait traverser sa vie, la purifier et la délivrer de ses péchés, rampant déjà autour de lui en esprit et en chair, de ces péchés étranges et non décrits auxquels le mystère prête leur charme et leur subtilité. Peut-être un jour, l'expression cruelle abandonnerait la bouche écarlate et sensitive, et il pourrait alors montrer au monde le chef-d'œuvre de Basil Hallward. Mais non, cela était impossible. Heure par heure et semaine par semaine, l'image peinte vieillirait. Elle pourrait échapper à la hideur du vice, mais la hideur de l'âge la gaieté. Les joues deviendraient creuses et flasques. Des pattes d'oie jaunes cercleraient les yeux flétris, les marquant d'un stigmate horrible. Les cheveux perdraient leur brillant. La bouche, affaissée et entr'ouverte, aurait cette expression grossière ou ridicule qu'ont les bouches des vieux. Elle aurait le cou ridé, les mains aux grosses veines bleues, le corps déjeté de ce grand-père qui avait été si dur pour lui dans son enfance. Le tableau devait être caché au regard. Il ne pouvait en être autrement. « Faites-le rentrer, s'il vous plaît, monsieur Hubbard, dit-il avec peine,
En se retournant, « Je regrette de vous tenir si longtemps, je pensais à autre chose. »« Toujours heureux de se reposer, monsieur Gray, » dit l'encadreur qui soufflait encore. « Où le mettrons-nous ?»« Oh, n'importe où, ici, cela ira. Je n'ai pas besoin qu'il soit accroché, posez-le simplement contre le mur, merci. »« Peut-on regarder cette œuvre d'art, monsieur ?» Dorian tressaillit. « Cela ne vous intéresserait pas, monsieur Barr, dit-il, ne le quittant pas des yeux. » Il était prêt à bondir sur lui et à le terrasser s'il avait essayé de soulever le voile somptueux qui cachait le secret de sa vie. « Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous suis très obligé de la bonté que vous avez eue de venir ici. »« pas du tout, monsieur Gray, toujours prêt à vous servir. » Et monsieur Hubbard descendit vivement les escaliers, suivi de son aide qui regardait Dorian avec un étonnement craintif répandu sur ses traits grossiers et disgracieux. Jamais il n'avait vu personne d'aussi merveilleusement beau. Lorsque le bruit de leurs pas se fut éteint, Dorian ferma la porte et mit la clé dans sa poche. Il était sauvé. Personne ne pourrait regarder l'horrible peinture. Nul œil que le sien ne pourrait voir sa honte. En regardant sa bibliothèque, il s'aperçut qu'il était 5 heures passées et que le thé était déjà servi. Sur une petite table de bois noir parfumé, délicatement incrustée de nacre, un cadeau de Lady Ridley, la femme de son tuteur, charmante, malade, professionnelle qui passait tous les hivers au Caire, se trouvait un mot de Lord Henry, avec un livre relié de jaune, à la couverture légèrement déchirée et aux tranches salies. Un numéro de la 3e édition de la St. James Gazette était déposé sur le plateau à thé. Victor était évidemment revenu. Il se demanda s'il n'avait pas rencontré les hommes dans le hall, alors qu'il quittait la maison, et s'il ne s'était pas enquis auprès d'eux de ce qu'ils avaient fait. Il remarquerait sûrement l'absence du tableau, l'avait même sans doute déjà remarqué en apportant le thé. Le paravent n'était pas encore replacé, et une place vide se montrait au mur. Peut-être le surprendrait-il une nuit, se glissant en haut de la maison et tâchant de forcer la porte de la chambre. Il était horrible d'avoir un espion dans sa propre maison. Il avait entendu parler de personnes riches exploitées toute leur vie par un domestique qui avait lu une lettre, surpris une conversation, ramassé une carte avec une adresse ou trouvé sous un oreiller une fleur fanée ou un lambeau de dentelle. Il soupira et, s'étant versé du thé, ouvrit la lettre de Lord Henry. Celui-ci lui disait simplement qu'il lui envoyait le journal et un livre qui pourrait l'intéresser, et qu'il serait au club à 8h15. Il ouvrit négligemment la St. James Gazette et la parcourut. Une marque au crayon rouge frappa son regard à la 5e page. Il lut attentivement le paragraphe suivant. Enquête sur une actrice. Une enquête a été faite ce matin à Belle Taverne, Hoxton Road, par M. Dumby, le coroner du district, sur le décès de Sibyl Vane, une jeune actrice récemment engagée au Théâtre Royal Holborn. On a conclu à la mort par accident. Une grande sympathie a été témoignée à la mère de la défunte, qui se montra très affectée pendant qu'elle rendait son témoignage, et pourtant celui du docteur Birrell, qui a dressé le bulletin de décès de la jeune fille. Il s'assombrit et, déchirant la feuille en deux, se mit à marcher dans la chambre, en piétinant les morceaux du journal. Comme tout cela était affreux, quelle horreur véritable créait les choses. Il en voulut un peu à Lord Henry de lui avoir envoyé ce reportage. C'était stupide de sa part de l'avoir marqué au crayon rouge. Victor pouvait avoir lu. Cet homme savait assez d'anglais pour cela. Peut-être même l'avait-il lu et soupçonné quelque chose. Après tout, qu'est-ce que cela pouvait faire? Quel rapport entre Dorian Gray et la mort de Sibyl Vane? Il n'y avait rien à craindre. Dorian Gray ne l'avait pas tué. Ses yeux tombèrent sur le livre jaune que Lord Henry lui avait envoyé. Il se demanda ce que c'était. Il s'approcha du petit support octogonal aux tons de perles qui lui paraissait toujours être l'œuvre de quelques étranges abeilles d'Égypte, travaillant dans de l'argent, et prenant le volume, il s'installa dans un fauteuil et commença à le feuilleter. Au bout d'un instant, il s'y absorba. C'était le livre le plus étrange qu'il eût jamais lu. Il lui sembla qu'au son délicat de flûte, exquisément vêtue, les péchés du monde passaient devant lui en un muet cortège. Ce qu'il avait obscurément rêvé prenait corps à ses yeux. Des choses qu'il n'avait jamais imaginées se révélaient à lui graduellement. C'était un roman sans intrigue, avec un seul personnage,
la simple étude psychologique d'un jeune Parisien qui occupait sa vie en essayant de réaliser au XIXe siècle toutes les passions et les modes de pensée des autres siècles, et de résumer en lui les états d'esprit par lesquels le monde avait passé, aimant pour leur simple artificialité ces renonciations que les hommes avaient follement appelées vertus, aussi bien que ces révoltes naturelles que les hommes sages appellent encore péchés. Le style en était curieusement ciselé, vivant et obscur tout à la fois, plein d'argot et d'archaïsmes, d'expressions techniques et de phrases travaillées, comme celui qui caractérise les ouvrages de ces fins d'artistes de l'école française, les symbolistes. Il s'y trouvait des métaphores aussi monstrueuses que des orchidées et aussi subtiles de couleurs. La vie des sens y était décrite dans des termes de philosophie mystique. On ne savait plus par instant si on lisait les extases spirituelles d'un saint du Moyen-Âge ou les confessions morbides d'un pécheur moderne. C'était un livre empoisonné. De lourdes vapeurs d'encens se dégageaient de ses pages, obscurcissant le cerveau. La simple cadence des phrases, l'étrange monotonie de leur musique, toute pleine de refrains, compliqués et de mouvements savamment répétés, évoquaient dans l'esprit du jeune homme, à mesure que les chapitres se succédaient, une sorte de rêverie, un songe maladif, le rendant inconscient de la chute du jour et de l'envahissement des ombres. Un ciel vert de gris sans nuages piqué d'une étoile solitaire éclairait les fenêtres. Il lut à cette blême lumière tant qu'il fut possible de lire. Enfin, après que son domestique lui eut plusieurs fois rappelé l'heure tardive, il se leva, alla dans la chambre voisine déposer le livre sur la petite table florentine qu'il avait toujours près de son lit et s'habilla pour dîner. Il était près de 9 heures lorsqu'il arriva au club, où il trouva Lord Henry, assis tout seul, dans le salon, paraissant très ennuyé. « J'en suis bien fâché, Harry, lui cria-t-il, mais c'est entièrement de votre faute. Le livre que vous m'avez envoyé m'a tellement intéressé que j'en ai oublié l'heure. »« Oui, je pensais qu'il vous aurait plu, » répliqua son hôte en se levant. « Je ne dis pas qu'il m'a plu, je dis qu'il m'a intéressé. Il y a une grande différence. »« Ah, vous avez découvert cela ?» murmura Lord Henry, et ils passèrent dans la salle à manger.